Quand ils seront déployés à grande échelle, cela aura un impact sur le monde, d'une ampleur que personne ne comprend encore. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler d'une interview qui a fait grand bruit il y a une semaine. Celle de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Satya Nadella, PDG de Microsoft. Et croyez-moi, ce qu'ils ont dit est encore plus pertinent aujourd'hui. Vous allez voir que ces deux géants font des révélations explosives sur l'avenir de l'IA et la compétition mondiale dans ce domaine. Ils y parlent notamment de la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine, des investissements colossaux nécessaires, on parle de 300 milliards de dollars, et de la façon dont l'IA va révolutionner notre façon de programmer et d'interagir avec la technologie dans les mois à venir. Ce qui est fascinant, c'est que ces prédictions commencent déjà à se réaliser, c'est pour ça que je tenais à vous repartager cette interview. Chaque jour qui passe ne fait que confirmer l'importance de ce qu'ils ont dit. Alors installez-vous bien et profitez des passages les plus marquants de cette interview qui, j'en suis sûr, va vous passionner autant que moi. Veuillez accueillir le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le président directeur général de Microsoft, Satya Nadella. Bien, ravi de vous revoir. J'espère que la journée a été bonne. Beaucoup de choses passionnantes. Vraiment reconnaissant d'être ici avec Satya, qui n'a vraiment pas besoin de présentation. Il est en quelque sorte la légende derrière cette formidable transformation de la plus grande entreprise technologique de tous les temps. Merci Marc. Merci. Fondamentalement à la tête, l'avancée vers l'IA et le cloud et tous ces domaines importants. Et vous avez toujours été, de mon point de vue, un ami et un allié dans le travail que nous avons fait sur l'open source. J'ai donc vraiment apprécié notre partenariat au fil du temps et les conseils que vous m'avez donnés sur la façon dont nous devrions aborder la construction de l'écosystème Llama et de l'infrastructure autour de cela. C'est un plaisir, Marc. Et je dois dire que mon premier souvenir est de vous avoir rencontré quand je travaillais sur Bing en 2008 ou 2009 et de recevoir cette énorme leçon de votre part sur quelque chose sur lequel je me trompais, ce qui est encore plus embarrassant avec le recul. Oui. Je me souviens de ça. Je m'en souviendrai toujours. Vous avez dit, le web a besoin de gens. Vous avez besoin de voir des gens. Je n'oublierai jamais ça. La possibilité d'avoir une page de profil partout où l'on va. Et c'est un souvenir que j'ai. Eh bien, j'apprécie que vous m'ayez pardonné pour cela. Cependant, le web a besoin de gens. Donc je suppose qu'à ce niveau, j'avais raison, mais... ou peut-être des agents, maintenant. Oui, eh bien je pense peut-être les deux. Enfin. Vous avez dit à plusieurs reprises que ce moment dans la technologie autour de la croissance de l'IA vous rappelle en quelque sorte certaines des transformations importantes du passé. Du passage au client-serveur au début du web et de choses comme ça. Oui, alors pour moi, j'ai grandi quand le client était en train de naître en quelque sorte. J'ai rejoint Microsoft juste après Windows 3 et j'ai donc vu la naissance du client-serveur, puis le web, le cloud mobile, et puis vous pourriez dire que c'est la 4e ou la 5e, selon la façon dont vous comptez. Et c'est intéressant qu'à chaque fois qu'il y a cette transition, tout ce qui concerne la pile est redébattu, et vous revenez au premier principe et commencez à construire. Je pensais que même la forme de l'infrastructure cloud, pour moi, que j'ai construite à partir de 2007-2008, était différente. Le système de stockage central pour l'entraînement ne ressemble pas au système de stockage central que vous avez construit. Et cette charge de travail d'entraînement, la charge de travail synchrone parallèle des données, est si différente, disons, d'Hadoop ou de ce que vous voulez. Le fait que vous deviez repenser tout, de haut en bas d'une pile technologique, à chaque changement de plateforme est ce à quoi nous sommes confrontés de temps en temps. Cela découle de ce qui existait, le web était né sur Windows, mais il a dépassé largement cela. C'est un peu comme ça que je vois les choses aussi. Franchement, ce moment entre Zuckerberg et Nadella, c'est pas juste deux hommes puissants qui se font des compliments. Ce qu'ils nous disent vraiment, c'est qu'à chaque grande transition technologique, tout est à réinventer. C'est pas juste une couche à ajouter par-dessus l'existant, mais une vraie remise à zéro de comment on pense, comment on conçoit, comment on construit.
Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui avec l'IA. On est encore dans une phase un peu bizarre où la majorité des gens essaient de coller l'IA sur des outils déjà existants. Genre on prend un logiciel classique et on y ajoute un assistant d'IA comme pourrait le faire Meta. Ok, c'est pratique, mais on reste dans les anciens cadres. Alors que le vrai potentiel, il est ailleurs, il est dans le fait de repenser complètement la manière de coder, de créer, d'interagir. Des outils comme Cursor, Replit ou même Windsurf, qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder, commencent à le faire. C'est le tout début, mais ça montre déjà à quoi on pourrait ressembler l'avenir. Cela serait un monde où l'humain orchestre et l'IA, elle exécute. Et c'est ça qui est fou, on est à l'aube d'une nouvelle façon de concevoir la technologie. On peut absolument tout redessiner. Et ce qui m'excite le plus, c'est qu'on n'est encore qu'au début de cette révolution-là. On a à peine commencé à gratter la surface. Bien, continuons à regarder la vidéo. Oui, ça a du sens. Vous avez souligné à plusieurs reprises que, à mesure que les choses deviennent plus efficaces, ça change la façon dont ça fonctionne et les gens finissent par consommer beaucoup plus de services. Rapidement, juste un point rapide, parce que ce que dit Mark Zuckerberg là touche à un principe fondamental, le paradoxe de Jevons. En gros, quand une ressource devient plus efficace ou moins chère, on pourrait croire que la consommation va baisser. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Plus c'est abordable, plus c'est performant et plus on l'utilise. Ça ne marche pas seulement avec l'IA, mais avec à peu près n'importe quelle ressource. Quoi qu'il en soit, avec l'IA, c'est exactement ce qui est en train de se passer. DeepSeek R1 l'a très bien montré récemment. Les modèles deviennent plus puissants, plus accessibles et du coup, on les exploite beaucoup plus. Le coût unitaire baisse, mais la consommation, elle explose. Continuons. Et je suppose que l'une des choses qui m'intrigue, parce que vous êtes dans cette grande entreprise et nous n'avons pas autant de visibilité là-dessus, est la façon dont vous voyez cela se dérouler autour de tous ces modèles d'IA. Vous dites que génération après génération, ils deviennent tellement plus efficaces et fournissent plus d'intelligence que la génération précédente. Et évidemment, tout se passe très vite. Donc je ne sais pas comment ce que vous voyez là-dedans, mais... And obviously it's all happening super quickly, so I'm not sure kind of how what you see in that, but oui, si vous y réfléchissez, nous étions tous, il y a quelques années, assis et disant « Oh là là, qu'est-il arrivé à la loi de Moore? Est-ce fini? Que faisons-nous » Et nous voici dans une sorte d'hyper-vitesse folle de la loi de Moore. Et cela a toujours été le cas, qu'aucun de ces changements de plateforme technologique n'a concerné une seule courbe en S. Il s'agissait de plusieurs courbes en S qui se cumulent. Même si vous prenez juste le fait que les puces s'améliorent, des gens comme Jensen ou Lisa font une innovation formidable. Jensen et Lisa sont cousins, n'oubliez pas ça. Ici, il nous parle de Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, et Lisa Su, la PDG d'AMD, donc les plus grosses entreprises fournisseurs de cartes graphiques aujourd'hui et donc de puces de calcul d'IA. C'est tout simplement grâce à ces deux géants qu'aujourd'hui nous avons vu l'apparition de l'intelligence artificielle. Leurs temps de cycle sont devenus plus rapides. Alors, disons que c'est la loi de Moore en hypervitesse. Mais en plus de cela, tout ce qui concerne la flotte, le logiciel système, l'optimisation, les optimisations de l'architecture des modèles, les optimisations du noyau pour l'inférence, le serveur d'application, même la mise en cache des invites, à quel point nous nous sommes améliorés. Et donc vous ajoutez tout cela et tous les 6 mois, 12 mois, vous avez une amélioration d'environ 10 fois. Quand vous avez une amélioration des capacités à ce rythme et que les prix baissent à ce rythme, fondamentalement la consommation augmente. Donc je suis très optimiste quant au fait que nous sommes à un stade où des applications complexes peuvent être construites. Exactement, il a bien dit construites. Quand il parle d'applications, il ne parle pas de simples apps sur votre smartphone. Il parle vraiment des couches tout en haut de la pile IA, celles qui se construisent au-dessus des modèles, des serveurs, de l'infrastructure, du hardware, etc. Et c'est là que se joue, selon moi, la plus grosse opportunité aujourd'hui. Bien sûr, il y a encore du boulot à faire sur l'infrastructure, la mémoire, les frameworks d'agents, l'utilisation d'outils, l'optimisation des prompts, etc. En fait, tout ce qui sert à stabiliser et déployer l'IA de manière fiable. Mais la couche applicative, donc celle qui va mettre entre les mains du grand public cette puissance, elle reste presque vide. Comment est-ce que l'on transforme cette IA brute en une expérience réelle, utile et engageante pour tout le monde ? Eh bien, c'est la question à $1 million. Comment on la livre à des entreprises, à des créateurs ou à des utilisateurs normaux au grand public ? C'est bien là que tout reste à inventer et c'est là où toutes les entreprises, aussi grandes soient-elles, Microsoft, Meta, Apple, etc., misent tout leur effort. Comment adapter l'IA à notre monde ?
Et donc, ces choses où vous avez une couche d'orchestration avec ces agents, avec plusieurs modèles, j'ai l'impression que nous sommes à cet endroit, car si vous pensez même à la première génération d'applications, elles étaient très couplées à un seul modèle. Mais nous arrivons enfin aux applications multimodales, où je peux orchestrer en fait un flux de travail déterministe. Une application ou un agent qui a été construit sur un modèle parlant à un autre agent, nous avons même ces protocoles qui sont utiles, que ce soit MCP, que ce soit A2N, peu importe, ce sont toutes de bonnes choses. Si nous pouvons standardiser un peu, nous pouvons construire des applications qui tirent parti de cette construction de capacité, mais qui ont de la flexibilité. Et c'est là que je pense que l'open source a absolument un rôle énorme à jouer. Ok, là on rentre dans un sujet que je trouve absolument fascinant. Il parle de ce que l'on appelle les frameworks agentiques. En gros, l'idée c'est de coordonner plusieurs agents IA, donc chacun étant alimenté par un grand modèle de langage, et même parfois par des modèles de fournisseurs différents. Nous pourrions très bien avoir un agent qui va tourner avec un modèle d'OpenAI, un autre sur un modèle de Meta et encore un autre sur un modèle d'Anthropic. Puis les faire tous collaborer dans un même flux de travail. Et ce n'est pas juste de l'intelligence isolée, c'est de l'orchestration. Vous allez chercher le bon modèle pour la bonne tâche en temps réel. Et même à l'intérieur d'un seul prompt, il est désormais possible d'activer ce que l'on appelle le routage du modèle. En gros, l'idée, c'est de se demander à chaque fois quel est le modèle le plus rapide, le plus économique ou le plus pertinent pour cette requête précise. Franchement, ce niveau d'optimisation-là, c'est totalement inédit. On commence à traiter les modèles comme des composants intelligents interchangeables, au lieu de simples blocs fermés, voyez-vous. Mais attention, malgré toute cette puissance technique, ce que je pense profondément, c'est que la plus grande opportunité se trouve encore dans la couche applicative. Honnêtement, c'est là que tout se joue, parce qu'au bout du compte, toute cette technologie, si elle n'est pas traduite en expérience concrète, en interface claire, en solution tangible pour tout le monde, pour le monde réel, eh bien, elle reste invisible. Combien de gens autour de vous ne se rendent pas encore compte de l'impact qu'aura l'IA, de l'impact monumental de cette technologie dans le monde réel ? Et c'est justement ça qu'il nous reste à construire. Juste avant de continuer, accordez-moi 30 secondes. C'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA. Je vous apprends à utiliser tous les outils d'IA. C'est pas une masterclass floue, c'est vraiment une boîte à outils concrète, taillée pour les créateurs, les curieux, les ambitieux, les retraités, bref, tout le monde. Dedans, on parle de toutes les IA. Et aujourd'hui, on est plus d'1 milliard à l'intérieur, donc merci beaucoup pour le soutien. Cela me pousse à aller encore plus loin et à la mettre à jour très régulièrement. Si cela vous intéresse, le lien il est en dessous, en description ou en commentaire épinglé. Allez, regardons la suite. Oui, eh bien, je veux absolument m'assurer que nous pouvons discuter de la façon d'utiliser plusieurs modèles ensemble. Je pense qu'il y a tout ce concept d'une usine de distillation dans l'infrastructure autour de cela, que vous pensez que Microsoft est bien positionné pour fournir à mesure qu'il y a plusieurs modèles. Peut-être que nous y reviendrons dans une minute. Mais avant cela, Microsoft a évidemment entrepris ce voyage intéressant autour de l'open source. Et c'est l'une des grandes choses que vous avez faites sous votre direction au début, c'était de l'adopter. Et vous aviez le premier partenariat avec OpenAI, mais nous sommes très clairs qu'en plus de travailler avec des modèles fermés, vous vouliez vous assurer que Microsoft servait bien les modèles ouverts. Ce que Satya Nadella a fait là, eh bien, c'est ce que j'appellerais un coup d'échec en 4 dimensions. Il a très vite compris que s'appuyer uniquement sur OpenAI allait créer une dépendance dangereuse pour Microsoft. Parce que OpenAI, malgré le partenariat, eh bien, n'a jamais eu pour ambition de rester simplement un fournisseur de modèles pour Microsoft. On a d'ailleurs commencé à le sentir quand ils se sont mis à développer leurs propres produits, leur propre interface, leurs propres outils. Et aujourd'hui, avec les rumeurs comme l'acquisition potentielle de Windsurf ou de leur volonté de s'imposer dans le grand public, c'est encore plus évident. Satya a vu venir le risque et il a donc diversifié les fondations. Tout cela en investissant donc dans des modèles fermés, mais aussi open source. Il a placé Microsoft dans une position assez unique d'ailleurs, ne dépendre de personne tout en pouvant servir tout le monde. Et franchement, je pense qu'on se souviendra de cette stratégie comme l'un des mouvements les plus intelligents de l'histoire des plateformes technologiques, honnêtement. C'est exactement ce dont je parle souvent ici, le risque de plateforme. Quand votre avenir repose sur un seul acteur que vous ne contrôlez pas, eh bien vous êtes déjà en danger. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez.
Et comment vous pensez que l'écosystème open source va évoluer? Et pourquoi c'est important pour vos clients? Et comment vous voyez cela avec toute l'infrastructure que vous construisez? C'est intéressant que vous posiez cette question parce que j'ai grandi. En fait, l'un de mes emplois formateurs chez Microsoft était aussi de m'assurer que nous avions une interopérabilité avec les différentes versions d'Unix existantes entre NT et Unix. Et cela m'a appris une chose. L'interopérabilité est ce que, tout d'abord, les clients demandent. Et si vous faites un bon travail là-dessus, c'est bon pour votre entreprise et vous rencontrez les clients là où ils sont. Je pense que c'est ce qui a façonné ma pensée en matière d'open source. Je ne suis pas dogmatique à propos du code source fermé ou ouvert, les deux sont nécessaires dans le monde. Et en fait, je pense que les clients les exigeront. Customers will demand them, right? Even if any one of us has dogma, it doesn't matter because at the end of the day, the world will break that way, which is there will be a need for it. Étant donné cela, je pense, par exemple, il y avait SQL Server, il y avait MySQL ou Postgres, il y a Linux, il y a Windows. En fait, il y a Linux sur Windows. Ma chose préférée à utiliser est WSL sur Windows, parce que cela facilite grandement l'utilisation de nombreux outils de développement et leur déploiement sur Windows. Dans l'ensemble, je pense qu'avoir une approche qui vous permet de mélanger et d'associer est super utile. Cela correspond également à ce dont vous venez de parler, car beaucoup de mes clients d'entreprise veulent pouvoir, dans de nombreux cas, distiller des modèles qui leur appartiennent, c'est leur propriété intellectuelle. Donc, à cet endroit où un modèle à poids ouverts a un énorme avantage structurel par rapport à un modèle fermé. Honnêtement, je suis assez surpris d'entendre ça. J'ai eu pas mal de conversations avec des dirigeants d'entreprise sur la manière dont leur organisation va adopter l'IA, et c'est extrêmement rare qu'on me dise « nous voulons affiner notre propre modèle ». Ou encore que l'on me dise « nous voulons distiller un modèle à partir de zéro ». Et je l'ai déjà dit ici très clairement, dans 90% des cas, ce n'est pas nécessaire du tout. Ce dont la majorité des entreprises ont vraiment besoin aujourd'hui, ce n'est pas de fine-tuning ou de créer leur propre modèle, c'est un RAG, donc Retrieval Augmented Generation en anglais, qui est en fait un système qui va faire appel aux IA. Autrement dit, fournir le bon contexte au bon moment, au bon modèle. C'est ça la clé pour les entreprises aujourd'hui. Ce n'est pas de réinventer la roue, mais de bien nourrir l'intelligence déjà existante. Bon, maintenant, ils vont aborder un sujet absolument essentiel pour l'avenir de l'IA, les agents IA. Et là, c'est un sujet qui me passionne, alors regardons. Et donc j'ai le sentiment que le monde est maintenant mieux servi avec d'excellents modèles de pointe à code source fermée, d'excellents modèles de pointe open source. Notre travail est de servir. Si vous allez sur Azure, vous pouvez obtenir un fantastique Postgres, vous pouvez obtenir un excellent SQL Server, ou vous pouvez obtenir des machines virtuelles Linux ou Windows. De la même manière, nous voulons avoir le choix disponible et d'excellents outils autour de cela. Alors, quel est en gros l'argument ou le rôle que vous voyez Azure jouer pour l'open source, mais à travers tout cela? Alors pour les développeurs qui débutent, quels sont les domaines dans lesquels vous essayez de vous différencier et d'être les meilleurs? La première chose est que ce n'est pas comme si une charge de travail IA avait un accélérateur IA et un modèle au moment de l'inférence. La réalité est que sous n'importe quelle charge de travail IA, il y a du stockage, il y a d'autres calculs qu'un accélérateur IA, et il y a beaucoup de dépendances sur le réseau, et ainsi de suite. L'infrastructure de base, pour nous dans Azure, nous voulons construire du calcul, du stockage, du réseau, plus des accélérateurs d'IA, même en tant qu'infrastructure, en tant que service, qui soit de classe mondiale pour quelqu'un qui veut pouvoir construire la prochaine génération d'agents. Ensuite, en plus de cela, nous construisons également, avec Foundry, un serveur d'application. Par exemple, chaque changement de plateforme chez nous a eu un serveur d'application. Comment regrouper tous les services ? Recherche, mémoire, sécurité, évaluation, toutes ces choses dont chaque développeur essaie d'avoir besoin. Donc, si vous les enveloppez tous dans des frameworks pour eux, des outils pour cela, c'est, je pense, le cœur. Et puis, l'autre point est que nous sommes très concentrés sur GitHub Copilot en tant qu'outil également. Nous sommes enthousiastes quant au progrès réalisé. Donc, la combinaison de bons outils, d'un bon serveur d'application et d'une bonne infrastructure, pour nous, c'est ce qui, je pense, est nécessaire pour accélérer le développement d'applications. Alors, comment vous avez mentionné les agents et l'augmentation de la productivité, et c'est évidemment un thème énorme pour tout l'écosystème et la communauté.
Je suis curieux de savoir comment vous voyez cela se dérouler au sein de Microsoft, et puis aussi comment vous voyez, quels sont les exemples les plus intéressants que vous voyez avec les développeurs. Je pense que la chose qui a été la plus utile pour nous de voir est ce qui s'est passé avec le développement logiciel. Si vous regardez même l'évolution de GitHub Copilot, vous avez commencé avec des complétions de code, puis vous avez dit « ajoutons le chat ». Ce qui signifie que votre besoin d'aller sur Reddit ou Stack Overflow a disparu et vous pouviez rester dans le flux. C'était bien. Ensuite, le flux de travail basé sur l'agent. Donc, vous pourriez simplement assigner une tâche. Donc, ces trois choses, si je regarde l'un d'entre nous l'utiliser, vous utilisez les trois en permanence. Ce n'est pas comme si l'un substituait à l'autre. Et maintenant, vous avez même un agent de suite proto. Et donc, vous pouvez littéralement faire une requête de haut niveau, ou vous pouvez simplement obtenir un PR assigné à un agent de suite. Tout cela est les gains de productivité. La plus grande leçon apprise ici, Marc, est qu'il faut intégrer tout cela avec votre dépôt actuel et votre flux de travail de développeur actuel. C'est une chose de construire une nouvelle application Greenfield, mais aucun de nous ne travaille sur des applications complètement Greenfield tout le temps, n'est-ce pas? Oui, c'est un point essentiel. La réalité, c'est que la plupart des entreprises ne partent pas de zéro. Elles ont déjà du code, des process, des équipes, des workflows établis. Donc évidemment, intégrer l'IA dans ce tissu existant, c'est crucial. Et c'est là que Copilot, donc les outils GitHub ou les frameworks d'agents bien intégrés prennent de leur sens. Mais personnellement, ce qui m'enthousiasme encore plus, c'est de penser au terrain vierge. Le terrain à construire. Alors à quoi ressemblera vraiment le futur du développement quand le code sera écrit, voire entièrement orchestré par des agents? Est-ce que l'éditeur du futur ressemblera encore à Visual Studio Code? Probablement pas. Visual Studio Code a été conçu pour des humains, pour que l'on puisse taper, lire, modifier du code facilement. Mais si demain ce ne sont plus les humains qui écrivent ces codes-là, si ce sont les agents qui écrivent d'autres agents, exécutés directement par des machines, alors le code n'a plus besoin d'être lisible ou structuré pour nous. Il n'a plus besoin de ressembler à un langage naturel. Ce sera peut-être une toute autre forme de langage, de structure et d'interface. Et c'est ça que je trouve fascinant. Imaginez ce à quoi pourrait ressembler cette interface d'orchestration. Non pas pour nous, mais pour des intelligences artificielles collaborant entre elles. Bref, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est une des perspectives les plus excitantes que je vois aujourd'hui. Continuons. Donc, vous travaillez dans une grande base de code avec un grand ensemble de workflows. Donc, il faut intégrer la chaîne d'outils. Et c'est le travail système que je pense que toute équipe d'ingénieurs doit faire, et c'est là que vous voyez la productivité. La même chose s'applique franchement au reste du travail de connaissances également. Donc, dans notre cas, avec le déploiement de Copilot pour le travail de connaissances, si vous prenez les ventes, par exemple, une des choses que je décris toujours est, disons que je me prépare pour une réunion client. Le flux de travail pour me préparer à une réunion client d'entreprise n'a pas changé depuis 1992, lorsque j'ai rejoint Microsoft. En gros, quelqu'un écrivait un rapport qui arrivait par email ou était partagé dans un document, et je le lisais avant, la nuit précédente. Maintenant, je vais simplement à Researcher dans Copilot et j'obtiens la chose qui est la combinaison de ce qui est sur le web, de ce qui est interne et même dans mon CRM. Tout cela fait en temps réel, mais c'est un changement. Il n'y a pas besoin que quelqu'un prépare quoi que ce soit, simplement parce que tout est disponible sur demande. Donc, cela vous oblige à changer le travail, l'artefact de travail et le flux de travail. Et c'est là que c'est beaucoup de changements. Et cela arrive lentement au début. Aman Sanger de Cursor a récemment déclaré la chose suivante. Cursor écrit près d'1 milliard de lignes de code acceptées par jour. Cursor, c'est un logiciel qu'utilisent les développeurs pour écrire du code. Ils demandent à l'IA d'écrire leur code. Eh bien, c'est absolument incroyable à imaginer, et ce n'est que Cursor. Nous ne comptons pas ici Replit, Windsurf, Klein, Lovable, il y en a plein en fait. Et pour mettre cela en perspective, eh bien, le monde entier ne produit que quelques milliards de lignes par jour. Donc Cursor représente déjà un pourcentage substantiel de tout le code écrit, et c'est exactement ce dont je parle depuis un moment. Nous allons voir cette explosion absolue de la quantité de code écrite chaque jour. Et plus important encore, nous allons voir une explosion du nombre de personnes qui peuvent écrire du code grâce à des choses comme le vibe coding, que vous connaissez sans doute, j'ai déjà couvert le concept sur la chaîne. Donc le vibe coding, la possibilité de décrire ce que vous voulez voir construit à partir de rien, en simple langage naturel, jusqu'à quelque chose qui se manifeste réellement. Et en plus, c'est quelque chose que vous pouvez déployer à la fin pour que les autres personnes l'utilisent. C'est tellement fascinant de voir tout cela se passer. Et je ne sais pas exactement combien de développeurs il y a dans le monde, peut-être quelques millions.
Maintenant, on va passer littéralement à des milliards de personnes qui pourront maintenant écrire tout ce qu'elles veulent en langage informatique. Puis tout d'un coup, j'ai vu cela avec les PC, n'est-ce pas? Pensez à la façon dont le monde faisait les prévisions avant l'email et Excel. Par interoffice, les fax circulaient. Ouais, je suppose que vous n'avez jamais vécu ce monde. J'étais au collège. Mais il y a eu un monde où les gens envoyèrent des fax et faisaient des mémos interoffice. Et puis quelqu'un a dit « Hé, j'enverrai une feuille de calcul par email ». Et les gens ont entré des chiffres, et cela a changé la façon dont les gens faisaient des prévisions. Et je pense que c'est là où nous en sommes, au tout début. Et vous le voyez dans le service client, vous le voyez dans la création de support marketing, la création de contenu. Donc, c'est là où nous en sommes, et vous voyez des progrès tangibles et des gains de productivité tangibles. Intéressant. En termes de codage et de la façon dont cela l'améliore, avez-vous une idée de la quantité de code? Quel pourcentage du code qui est écrit au sein de Microsoft à ce point est écrit par l'IA par opposition aux ingénieurs? Il y a deux choses que nous suivons. L'une est le taux d'acceptation lui-même. C'est ça? C'est à peu près 30 ou 40, cela augmente de façon monotone. Et cela dépend. L'un des grands défis que nous avons rencontrés pendant longtemps est qu'une grande partie de notre code est toujours en C++. CELOS est assez bon, mais en C++ ce n'était pas terrible. Python est fantastique. Nous nous sommes donc améliorés là-dessus. Alors ça, c'est parce que les modèles ne sont pas autant entraînés sur du C++, évidemment, ou d'autres langages. Il y a quelques données d'entraînement pour le C++, mais je ne crois pas que le C++ soit open source. Et certainement, si vous écrivez du C++, eh bien, vous utilisez beaucoup d'outils à code source fermé, beaucoup de bibliothèques fermées, mais Python, de l'autre côté, il est open source. Les outils que vous utilisez sont open source, les bibliothèques sont open source, et cela a rendu ces modèles vraiment bons pour écrire du Python, simplement parce qu'il y a beaucoup de données sur lesquelles s'entraîner. À mesure que le support linguistique a augmenté, les complétions de code se sont améliorées, l'endroit où le code agent est encore très, disons, naissant. Pour un nouveau projet, c'est très élevé, mais comme je l'ai dit, rien n'est un projet nouveau dans de nombreux cas. Et donc, je dirais qu'à ce stade, les PR... au fait, les revues de code sont très élevées. En fait, l'utilisation des agents que nous avons pour la revue de code a augmenté. Oui, je veux faire une pause ici un instant parce que c'est très intéressant. Il dit qu'essentiellement rien n'est nouveau ou très peu de choses sont nouvelles. Mais c'est seulement vrai si vous avez une énorme entreprise ancienne avec une quantité massive de code hérité. Microsoft fonctionne avec du code qui a été écrit il y a des décennies. Non seulement les agents ne sont pas aussi bons pour écrire ces langages, mais il y a tellement de code, tellement de dépendance entre le code qu'il est vraiment difficile pour ces agents IA de comprendre et d'itérer réellement sur ces types de bases de données de code. Le contexte est simplement trop vaste, du moins pour l'instant. Mais cela ne signifie pas qu'une autre entreprise, une start-up qui construit quelque chose à partir de zéro, qui développe du code d'une manière spécialement conçue pour être itéré par l'IA, ne va pas pouvoir accélérer à un rythme bien plus rapide que Microsoft ne peut même l'imaginer. Donc bien qu'il y ait très peu d'opportunités nouvelles pour Microsoft, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'opportunités nouvelles pour tout le monde. Il dit aussi que les révisions du code sont une grande partie de ce pourquoi ils utilisent l'IA. Et cela aurait du sens, car avec les révisions de code, vous prenez un sous-ensemble du code total, vous voyez les différences, la diff entre le nouveau code et l'ancien code, et on vous demande de l'examiner. Et aujourd'hui, cela semble donc être quelque chose que l'IA pourrait faire incroyablement bien. Et je dirais peut-être que 20 à 30% du code qui se trouve aujourd'hui dans nos dépôts, dans certains de nos projets, est probablement entièrement écrit par un logiciel. Et vous? Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais je pense que beaucoup de statistiques citées concernent toujours la complétion automatique. Mais nous avons un groupe d'équipes qui travaillent sur la réalisation d'expériences de classement de flux et de classement de publicité dans des domaines très spécifiques où l'on peut étudier l'historique de tous les changements effectués et faire un changement. Et cela, je pense que c'est un domaine intéressant dans lequel travailler. Mais le point important sur lequel nous nous concentrons est la construction d'une IA et d'un ingénieur en apprentissage automatique pour faire progresser le développement de Llama lui-même. Ce qu'il vient de dire est probablement subtilement la chose la plus importante de toute cette discussion. Ils sont en train de développer une intelligence artificielle qui peut faire de la recherche en machine learning et en IA. Encore une fois, je l'ai dit 1000 fois, c'est l'explosion de l'intelligence. Une fois que l'IA peut itérer et s'améliorer elle-même,
Alors ce n'est qu'une question de combien d'argent nous pouvons consacrer à cette auto-amélioration, et là c'est exponentiel par nature. À un moment donné, l'IA va s'échapper, il y aura une explosion de l'intelligence, l'IA va s'auto-améliorer tellement rapidement que tout va arriver d'un coup. Parce que notre pari est que l'année prochaine, probablement, je ne sais pas, peut-être la moitié du développement sera effectué par l'IA plutôt que par des personnes, et cela va simplement augmenter. J'étais donc curieux de savoir si vous constatiez quelque chose de similaire ou de différent. Oui, à mon avis, l'agent de suite est en quelque sorte la première tentative. Donc la question pour nous est, l'année prochaine, pourrons-nous obtenir, disons, une optimisation du noyau ? Arriverons-nous à quelque chose comme cela ? Je pense que c'est plus probable, mais qu'il aboutisse à un changement d'architecture de modèle novateur, probablement pas. Donc la question est, quelle tâche ? Oui, l'optimisation, les améliorations de sécurité, ce genre de choses me semble être une opportunité assez importante. Honnêtement, on pourrait penser que Mark Zuckerberg pourrait penser davantage au futur que Satya Nadella, à moins que Satya ne nous dise pas tout ici. Maintenant, Microsoft ne développe pas vraiment ses propres modèles. Il s'associe avec tout le monde. De l'autre côté, Meta développe leurs propres modèles. Et à mon avis, ils pensent probablement à rendre ces modèles capables de s'améliorer eux-mêmes, peut-être plus que Microsoft ne le ferait. Oui, nous essayons aussi de résoudre un problème différent, car vous servez beaucoup de développeurs et d'ingénieurs, c'est votre cœur de métier. Alors que pour nous considérons cela davantage comme un moyen d'améliorer notre développement interne, puis d'améliorer les modèles Llama que d'autres personnes peuvent utiliser. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel nous réalisons le flux de travail de bout en bout, comme vous le faites. Il est donc toujours intéressant d'entendre comment vous y réfléchissez. Oui, et l'autre chose pour nous, comme vous le dites, le cœur de métier, en fait, Bill a fondé l'entreprise en tant qu'entreprise d'outils. Et donc pour nous, la chose intéressante à laquelle je pense maintenant est peut-être la façon dont nous devrions repenser nos outils et notre infrastructure, très franchement, sont les outils et l'infrastructure que les agents utiliseront. Parce que même l'agent de suite a besoin d'un tas d'outils. C'est bien là la clé, l'ensemble de la pile technologique doit être repensé pour le monde des agents. Comment les agents écriront-ils du code ? Comment récupéreront-ils des données d'une base de données ? Comment vont-ils naviguer sur le web ? Comment se parleront-ils entre eux ? Comment utiliseront-ils des outils ? Toutes ces choses doivent être standardisées, elles doivent être résolues. C'est encore très tôt, mais c'est fascinant de voir ce qu'il dit. Il a raison, nous devons déterminer à quoi ressemblera le monde du logiciel, et au-delà quand nous penserons d'abord à l'IA. Donc, avec tout cela en tête, je suppose il y a plusieurs directions à prendre. Je suis curieux de savoir comment, vous avez mentionné votre flux de travail personnel pour l'utilisation de l'IA, je suis curieux de savoir comment cela a changé. Je suis aussi un peu curieux parce que vous parliez de la façon dont Microsoft a commencé dans ce domaine et de l'héritage qui en découle. Mais je suppose qu'il y a toujours cette question. Si vous débutiez en tant que développeur aujourd'hui, pour construire quelque chose, comment penseriez-vous aux outils que vous utiliseriez ? Et oui, je pense que l'une des plus grandes sortes j'appellerais cela, je ne sais pas, rêve, poursuite, question que Bill nous a en quelque sorte inculquée, était quelle est la différence entre un document et une application et un site web ? He used to sort of talk about it more like what's the difference between a document and an application and a website. En ce moment, si vous utilisez Meta AI, ChatGPT, Copilot ou autre, il n'est pas clair pour moi quelle est la différence entre une session de chat et le fait d'aller ensuite sur des pages dans notre cas. Littéralement, même en descendant. Vous savez, je lisais tout sur Llama 4, tous les modèles. Je faisais juste un tas de sessions de chat en l'ajoutant à un document, en fait sur des pages, en le rendant persistant. Et ensuite, vous pouvez lui donner, puisque vous avez la complétion de code, vous pouvez aller, en faire une application ou autre. Et donc, cette idée que vous pouvez commencer avec une intention de haut niveau et finir avec ce qui est un artefact vivant que vous auriez appelé dans le passé une application, va avoir de profondes implications, je pense, sur les flux de travail. Et je pense que nous en sommes au début. Et c'est mon rêve, si je me considère à la fois comme un constructeur d'infrastructures et d'outils, et comme un utilisateur de ceux-ci, ces frontières de catégories artificielles, pas artificielles, ou plutôt ces frontières de catégories qui ont été créées, principalement en raison des limitations de la façon dont nos logiciels fonctionnaient, peut-être que vous les transcendez. En fait, l'autre chose à laquelle nous pensions toujours est pourquoi Word, Excel, PowerPoint sont-ils différents ? Pourquoi n'est-ce pas une seule chose ? Et nous avons tenté plusieurs fois,
Mais maintenant, vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pouvez commencer dans Word et visualiser des choses comme Excel et les présenter, et tout cela peut être rendu persistant comme une seule structure de données ou autre. Et donc, pour moi, cette malléabilité qui n'était pas aussi robuste avant est maintenant présente. Oui, intéressant, ça a du sens. Donc, l'une des choses qui m'a marqué dans nos conversations au fil des ans, j'ai l'impression que vous avez une façon très raisonnable de voir la manière dont les tendances technologiques se déploient. Et il y a tout ce battage médiatique autour de l'IA. Et j'ai l'impression que vous avez pu voir à travers cela et faire des investissements très rationnels à chaque étape. Et l'un des points que vous avez soulevé est que, d'accord, il y a tout ce battage, mais qu'en fin de compte, si cela doit entraîner des augmentations massives de la productivité, cela doit se refléter par des augmentations importantes du PIB. Et que cela va prendre plusieurs années, de nombreuses années, pour se concrétiser en quelque sorte. Je suis curieux de savoir comment vous voyez les choses. Quelle est votre perspective actuelle sur ce que nous devrions rechercher pour comprendre les progrès que cela réalise? Et comment nous pourrions et où vous vous attendez à ce que cela se situe sur une période de 3, 5, 7 ans? Oui, pour moi, je pense que c'est juste. Je veux dire, parce que pour nous, je dirais que c'est une priorité assez existentielle, très franchement. Le monde a besoin d'une sorte de nouveau facteur de production, d'un intrant qui nous permette de faire face à un grand nombre des défis que nous rencontrons. Et la meilleure façon de l'envisager est, hey, qu'est-ce qu'il faudrait, disons, pour que le monde développé croisse à 10%? Ce qui a pu être parmi les chiffres les plus élevés pendant, disons, la révolution industrielle ou autre. Et pour que cela se produise, il faut en quelque sorte avoir des gains de productivité dans chaque fonction, n'est-ce pas, dans les soins de santé, dans le commerce de détail, dans le travail basé sur les connaissances, dans n'importe quelle industrie. Et pour que cela se produise, je pense que l'IA a la promesse. Mais il faut maintenant qu'elle apporte le réel changement en matière de productivité. Et cela nécessite ensuite des changements logiciels et aussi de gestion, n'est-ce pas? Car, dans un certain sens, les gens doivent travailler différemment avec elle. Les gens citent toujours ce qui s'est passé avec l'électricité, n'est-ce pas? Elle était là pendant 50 ans avant que les gens ne réalisent que, hey, nous devons vraiment changer les usines pour utiliser l'électricité différemment. Et c'est la célèbre étude de cas de Ford. Et donc pour moi, nous sommes quelque part entre les deux. J'espère que cela ne prendra pas 50 ans. Mais j'ai l'impression que simplement penser à cela comme à une sorte de voiture sans chevaux ne sera pas non plus la façon dont nous allons arriver de l'autre côté. Ce n'est donc pas seulement la technologie doit progresser. Il faut intégrer cela dans des systèmes qui fournissent réellement le nouveau travail, l'artefact de travail et le flux de travail. Oui, eh bien, nous investissons tous comme si cela n'allait pas prendre 50 ans. Alors j'espère que cela ne prendra pas 50 ans. On a fait plus de questions techniques au début, puis on est passé aux questions générales, mais j'ai réalisé qu'on a oublié de se plonger dans la question de l'usine de distillation. Et comment vous combinez essentiellement tous les différents modèles d'IA qui sont construits pour l'open source, et quelle est selon vous l'infrastructure nécessaire pour construire cela. Et je veux dire, c'est quelque chose dont vous avez parlé, et je pense que vous avez une sorte de... Oui, pour moi, je pense que c'est, l'un des plus grands rôles de l'open source, qui est de pouvoir prendre, disons, certains de vos modèles, même à l'intérieur de la famille Llama, prendre un grand modèle et ensuite être capable de le distiller en un modèle plus petit qui a même la même forme de modèle. Je pense que c'est un grand cas d'utilisation. Et donc pouvoir ensuite construire les outils pour cela en tant que service et réduire la barrière à cela, je veux dire, comme vous l'avez dit, mettre en place certains de ces grands modèles demande beaucoup d'infrastructures. Tout le monde n'a pas besoin de le faire, mais si vous le faites dans le cloud et que vous utilisez ensuite les outils autour et que les résultats, ils sont un modèle distillé. Dans notre cas, disons simplement qu'il y avait, disons pour chaque locataire de Microsoft 365, s'ils pouvaient avoir un modèle distillé spécifique à une tâche qu'ils peuvent créer comme un agent ou un flux de travail qui peut ensuite être invoqué depuis Copilot. Pour moi, c'est un scénario révolutionnaire. Et les gens font déjà beaucoup de cela et nous voulons rendre cela beaucoup plus facile. Et donc, quand je dis usine de distillation, c'est le type de relation de plusieurs à plusieurs ou d'un à plusieurs que je souhaite entre un grand modèle, ces modèles distillés qui sont ensuite composés, avec beaucoup d'autres flux de travail à l'intérieur d'un produit comme GitHub Copilot ou Copilot. Car maintenant, ils supportent tous, avec les serveurs MCP et ainsi de suite, l'invocation de ces autres agents. Oui, non, j'ai toujours été fasciné par cela. Je pense que la distillation est l'une des parties les plus puissantes de l'open source. Et je pense, juste à cause de nos rôles respectifs dans ce que nous faisons ici, nous entraînons les modèles Llama initiaux.
mais nous ne construisons pas nous-mêmes la majeure partie de l'infrastructure de développement. Je pense qu'avoir des entreprises comme la vôtre qui vont essentiellement construire cette infrastructure complexe. Et nous avons des modèles comme celui du Behemoth sur lequel nous travaillons, dont je pense qu'il est vraiment difficile de savoir comment l'utiliser, sauf pour le distiller en forme plus raisonnable. Oui. Donc, même pour que nous puissions l'utiliser nous-mêmes, nous avons dû construire beaucoup d'infrastructures en interne, ne serait-ce que pour pouvoir l'entraîner après. Et vous savez, il est impossible que nous puissions y exécuter l'inférence. Et Maverick, vous dites qu'il est entièrement distillé. Beaucoup de Maverick. Je veux dire, la façon dont nous avons obtenu les performances sur Maverick pour qu'elles soient au niveau actuel, et c'est essentiellement multimodal. En termes de performance textuelle, il est essentiellement au même niveau que les autres modèles textuels de pointe, mais il est plus petit. Donc, je veux dire, DeepSeek est un modèle plus grand, mais en texte, il est fondamentalement comparable. Et puis, sur les images et les aspects multimodaux, il existe, et les autres, vous savez, non. Donc, une grande partie de la façon dont nous avons obtenu cela est que nous avons fait le pré-entraînement du modèle colossal, et nous travaillons sur le post-entraînement. Mais même pour l'obtenir, je veux dire, la distillation, c'est comme de la magie. Vous pouvez fondamentalement faire en sorte d'obtenir 90% ou 95% de l'intelligence de quelque chose qui est 20 fois plus grand, dans un format tellement moins cher et plus efficace à utiliser. Donc, la question est, comment rendre cela accessible aux personnes qui ne sont pas aussi capables de construire leur propre infrastructure, qui ne sont pas aussi sophistiquées techniquement pour le faire? Parce que actuellement, je pense qu'il y a un nombre relativement restreint de laboratoires dans le monde qui pourraient faire ce genre de soit de distillation, soit même faire fonctionner des modèles de cette taille. Oui. Et je pense qu'au moment où cette vision que vous avez sera réalisée et sera accessible à la plupart des développeurs du monde entier, pour pouvoir non seulement distiller à partir d'un seul modèle, mais, espérons-le, avec le temps, pouvoir mélanger et associer et prendre différents aspects de l'intelligence de différents modèles là où ils sont plus forts, cela semble juste être l'une des choses les plus cool qui vont être construites, je pense. Oui, et donc, un peu de si vous distillez à partir de plusieurs modèles, et ensuite, quelles sont les évaluations autour de ce modèle distillé que vous pouvez ensuite qualifier. Je pense que c'est là que nous pouvons faire beaucoup de travail sur nos outils, notre infrastructure, réduire les obstacles pour que les gens puissent avoir cette flexibilité. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a en quelque sorte déjà commencé. Il y a des preuves de l'existence de tout cela. C'est juste une question de savoir si vous pouvez réduire l'obstacle à la construction de tout cela. L'un des défis jusqu'à présent a été, je fais quelque chose avec un modèle, je l'ai affiné, et de nouveaux échantillons arrivent. Je dois passer rapidement au nouvel échantillon. Donc, c'est l'autre chose dans laquelle nous devons devenir bons. Parce que vous ne pouvez pas être bloqué par ce que vous avez fait, parce que le monde évolue trop vite. Oui, et aussi, je veux dire, les développeurs ont juste besoin de choses sous différentes formes. Le format Llama 4 de 17 milliards de paramètres par expert a été conçu parce que l'unité atomique que nous avons chez Meta est un H100. Donc, nous voulons pouvoir exécuter ces choses très efficacement là-dessus. C'est l'une des choses où on regarde d'autres modèles qui sont sortis, d'autres modèles open source, c'est comme s'ils avaient une bonne intelligence, mais étaient un peu difficiles pour l'inférence à cause de leur taille, et peut-être parce qu'ils ciblent différents types d'infrastructures. Nous avons essentiellement construit cela pour la production sur serveur. Mais une grande partie de la communauté open source veut des modèles encore plus petits. Donc pouvoir construire le modèle Llama 3 le plus populaire était le 8B. Et nous allons travailler sur une version plus petite. J'en ai peut-être parlé plus tôt, celle que nous appelons en interne Little Llama, mais nous verrons ce que nous livrerons réellement chez AS. Mais pouvoir essentiellement prendre toute l'intelligence que vous avez de modèles plus grands et la distiller dans le format que vous voulez pour pouvoir l'exécuter sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone, sur n'importe quoi, je pense que c'est juste, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Je pense aussi que vous travaillez évidemment là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose à voir. Si nous pouvons atteindre ces modèles hybrides, qu'il s'agisse de modèles de réflexion denses, plus épais qui se combinent, alors vous êtes capable d'obtenir la latence que vous voulez ou le temps de réflexion que vous voulez. Et c'est flexible. Je pense que c'est là où nous voulons tous arriver. D'accord. Bon, peut-être une bonne note pour terminer est juste... Quand vous regardez tout ce qui se passe, je suis curieux de savoir ce qui vous donne le plus d'optimisme ou ce qui vous excite le plus pour la prochaine période, pour ce que les développeurs vont faire au cours des prochaines années. Oui, je veux dire, regardez, je m'inspire toujours de cette ligne de Bob Dylan, qui est soit vous êtes en train de naître, soit vous êtes en train de mourir. Il vaut mieux être en train de naître.
Et surtout en ce moment, je pense que ce qui me donne de l'optimisme, c'est que, même avec toutes les diverses contraintes, il s'avère que le logiciel, sous cette nouvelle forme d'IA, est toujours la ressource la plus malléable que nous ayons, pour résoudre ces problèmes difficiles. Et donc, c'est ce qui me donne de l'optimisme. Et je dirais aussi que c'est un appel à l'action pour les gens dans la salle et pour nous tous, d'être capables de saisir l'opportunité de s'investir là-dedans, mais aussi de construire des solutions. Quand je regarde, que ce soit un retard informatique dans une entreprise ou les problèmes non résolus dans le monde réel, les deux ont besoin de quelque chose de nouveau. Et pour travailler cela. Et c'est là que je pense que le plus grand bénéfice de toute cette technologie réside, et cela ne dépendra que des développeurs en particulier, d'être capables de s'y attaquer sans crainte. Mais sachez que c'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA et également cette chaîne YouTube. C'est pour vous partager le plus d'avancées en IA et vous amener avec moi dans cette révolution qui arrive, la nouvelle révolution industrielle moderne, je le dis tout le temps. Alors oui, je vous apprends l'IA, je vous fais pas une masterclass floue, non, je vous donne une boîte à outils très concrète en fait avec plein d'outils d'IA. Elle est taillée vraiment pour les créateurs, les curieux, les ambitieux, les retraités, tout le monde. L'IA, c'est vraiment la première technologie qui touche tous les domaines, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors dedans, on va y parler de storytelling, de multimodalité, de l'utilisation de tous les modèles d'IA, de générer des images, de faire du vibe coding, de créer des agents IA, enfin bref, tout y passe et je la mets à jour régulièrement car l'IA va vite, vous le savez. Donc il faut que les outils soient toujours à jour. Ce que vous venez de voir là dans cette vidéo, eh bien, on y rentre beaucoup plus en détail dans la formation. Je vous apprends à tout faire de la base, comment mettre les produits en scène comme vous l'avez vu. En fait, c'est un exemple que j'ai tiré de cette leçon ici que je propose dans la formation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui on est plus d'1 millier à l'intérieur de la formation. Et sachez que la mise à jour qui arrive va être encore plus loin. Donc si vous avez fait l'acquisition de la formation, eh bien félicitations. Nous allons aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de l'IA. Et si vous ne l'avez pas, eh bien sachez que c'est maintenant qu'il faut agir. Le lien, vous le retrouverez juste en dessous, donc soit en description, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à partager la vidéo à vos proches, c'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à demain pour la prochaine mise à jour Vision IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.